Bonjour et bienvenue dans cette introduction et méthodologie du DCG UE2, droit des sociétés et des groupements d'affaires. Durant cette séance, on va aborder de nombreux sujets et on va essayer de vous aiguiller pour le lancement de votre préparation avant de commencer à vous préparer à travailler cette matière qui est plutôt assez importante au niveau de l'épreuve du DCG. Durant cette séance, on abordera d'abord une courte introduction sur l'UE2 du DCG. On travaillera aussi sur l'organisation du cours, les objectifs pédagogiques dans un troisième temps. On fera un focus sur les exigences de l'examen et notamment les éléments qu'il y a au programme de cette UE. On prendra le temps de jeter un œil au rapport du jury 2023 pour savoir où est-ce qu'on se situe et quels sont les conseils qui ont été donnés par ce jury. On travaillera sur les quelques conseils pour préparer l'examen et pour préparer l'épreuve. Et enfin, une analyse globale des examens qui sont tombés les dernières années. Donc, quelle est la structure sur laquelle vous allez tomber à l'examen. Durant cette séance, je serai accompagné par Madame Barbin, qui sera votre professeure de droit des sociétés et des groupements d'affaires durant toute l'année. Elle se chargera de vous aiguiller, de vous remettre bien sûr les supports que vous avez à disposition en ligne et de répondre à toutes vos questions si vous en avez. Et lançons-nous dans l'introduction de l'UE2, puisque ici l'UE2 est plutôt importante au niveau du parcours du DCG et a des objectifs principaux qui sont assez importants, puisque pour le cursus que vous allez suivre, les notions que vous allez apprendre ici sont des notions qui vous accompagneront jusqu'au DEC si vous y allez. L'objectif, c'est d'acquérir notamment de solides compétences et de compréhension assez forte des règles juridiques qui régissent la vie des entreprises notamment. Et n'oubliez pas, c'est une matière qui va être fondamentale et qui est fondée notamment sur le droit des sociétés, c'est-à-dire le droit des personnes morales et certaines personnes physiques. Il y a un aspect théorique assez fort. Vous avez aussi un aspect pratique de mise en situation aussi assez fort que vous allez découvrir dans quelques instants. Ainsi, ce cours va vous permettre de maîtriser les mécanismes de création, de gestion et de dissolution d'une entreprise. Dirigeons-nous sur l'organisation du cours et sa subdivision. Le cours est divisé en 4 grandes parties. La première, c'est les principes généraux du droit des sociétés, notamment les définitions, les types de sociétés, le choix des statuts juridiques que vous pouvez être amené à faire. Dans un deuxième temps, on travaillera sur la constitution des sociétés, donc les étapes de constitution, les formalités aussi, le rôle des associés ou actionnaires, ainsi que la présentation des statuts et leur préparation. Un troisième temps, on travaillera sur la gestion et le fonctionnement des sociétés, notamment les droits et obligations des associés et actionnaires, la gouvernance d'entreprise, la responsabilité des dirigeants. Et enfin, on terminera avec les transformations et dissolutions des sociétés, avec les opérations de fusion, scission et de liquidation que vous pouvez être amené à travailler. Vous allez avoir plein de structures aussi qui vont accompagner les structures principales que vous connaissez, SA, SARL. Vous avez de nombreuses petites structures qui accompagneront les structures principales et qu'il faudra connaître. Une fois qu'on a travaillé sur l'organisation du cours, on peut se diriger sur les objectifs pédagogiques de l'UE2, puisque à l'issue de la formation, vous allez être capable de comprendre les différents types de sociétés, les différentes structures que vous allez étudier, les SA, les SARL, les EURL, les SNC, etc., etc. Dans un deuxième temps, vous allez être capable de maîtriser les processus de constitution d'une société, donc de rien à une société constituée et existante en tant que telle. Dans un quatrième temps, vous allez maîtriser les principales obligations légales liées à la gestion des sociétés, notamment en termes de publication, en termes d'obligations de convocation aussi des assemblées, etc., etc. Et enfin, vous allez être capable d'appliquer des notions vues en cours, notamment sur des cas pratiques. C'est un point important de votre examen, c'est d'être capable d'appliquer les notions vues en cours aux cas pratiques et les cas pratiques notamment des examens. Maintenant qu'on a travaillé sur la présentation très rapide de l'UE2, on va pouvoir se diriger sur les exigences et la méthodologie de réussite qui va vous être présentée par Madame Barbin. Merci Monsieur Modib et bonjour à tous. Concernant les exigences et méthodologies de réussite, la clé de voûte de cette réussite est un travail rigoureux, c'est un travail régulier et la matière nécessite un travail de 4 à 6 heures
par semaine pour assimiler les notions de droit, avec un travail de régularité sur les définitions, réviser donc par là même les notions de juridique clés vues à l'UE1 sur les fondamentaux du droit, notamment sur la notion de personne physique, sur la notion de personne morale, savoir ce qu'est une personne morale, parce que la société est une personne morale, donc il faut en maîtriser ses définitions et ses concepts. Une utilisation également intensive des mises en situation appelées cas pratiques, qui est pour nous l'objectif premier de la confrontation du savoir au savoir-faire. Donc, une confrontation des principes avec les éléments du cas pratique, mise en relation qui nécessite bien évidemment une analyse de ces situations au vu de l'apprentissage de vos concepts juridiques. Les principes généraux du droit des sociétés à aborder sont évidemment les définitions de la société, de l'entreprise, des statuts. Il faut connaître, puisque c'est l'enjeu de notre matière cette année, les formes juridiques des dites sociétés du panorama français, en passant par le société de personnes, SNC, société civile, société même en commandite, et évidemment qui ont un très très fort intuitu personae, on se fait confiance et de facto on ne peut pas sortir de ces structures comme dans une société anonyme, ce n'est pas libre. Il conviendra à contrario d'envisager l'étude également des sociétés de capitaux au travers de la SA, société anonyme, SAS, société par action simplifiée, SARL, société à responsabilité limitée, et ce sont les sociétés entre la SAS et la SARL les plus utilisées du panorama français, puisqu'elles tirent leur succès de leur responsabilité limitée pour les associés. Évidemment, au travers de cela sera étudié le choix du statut juridique en fonction des objectifs économiques et financiers des partenaires, appelés associés, appelés actionnaires, quand le capital social est divisé en actions. Pour ce faire, avant d'envisager les différents types de sociétés, il conviendra d'étudier, comme M. Mouadib l'a dit en introduction, la constitution des sociétés. Ce sera pour nous l'occasion d'appréhender la rédaction des statuts, qui est le pacte social, qui est ce sont les règles de fonctionnement adoptées par les associés. Ce sera pour nous l'occasion de voir que c'est une formalité de publicité qui est fondamentale pour l'acquisition de la personnalité morale, et ce sera pour nous également l'occasion de voir quelles sont les mentions obligatoires de ces statuts qu'il faudra absolument connaître par cœur. Et évidemment, une des mentions fondamentales de la rédaction des statuts, c'est les apports au travers du capital social, puisque le capital social, c'est notamment la somme des apports en nature et en numéraire, mais ce sera pour nous l'occasion également de voir que des associés qui sont dépourvus de fortune personnelle, mais qui sont dotés de compétences et de connaissances, peuvent faire des apports en industrie. Ensuite, l'étape de constitution, une fois avoir réfléchi sur la rédaction des statuts, sur le capital social nécessaire aux partenaires, il faudra bien évidemment compléter ces statuts par d'autres formalités de publicité. Et ce sera pour nous l'occasion d'évoquer les insertions qui sont faites dans un support habilité d'un journal légal, d'une demande d'immatriculation gérée par le guichet unique, avec une insertion au BODAC, le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, à la diligence, à l'initiative du greffe. Évidemment, ce sera également pour nous l'occasion de faire un zoom particulier sur les apports en nature qui peuvent nécessiter la nomination d'un commissaire aux apports, obligatoires dans certaines structures, absence d'obligation légale dans d'autres, et on en mesurera évidemment les impacts sur la responsabilité des associés, et de voir les conséquences sur la répartition du capital.
Une fois d'avoir étudié les étapes de la Constitution, nous aurons bien évidemment un énorme point sur le fonctionnement des sociétés. Ce sera pour nous l'occasion de faire une approche des organes de gestion avec les organes de direction, les organes de représentation, mais également les assemblées générales qui se réunissent de façon ponctuelle. Donc ce sera pour nous l'opportunité de voir le rôle de ces assemblées générales ordinaires, assemblées générales extraordinaires, assemblées générales mixtes, assemblées générales spéciales, notamment pour l'étude de la société anonyme, de voir comment elles sont convoquées, de voir comment on y vote et bien évidemment ce qui peut être pris dans le cadre de ces différentes assemblées. Ce sera également pour nous l'occasion de voir au travers de la société anonyme de type présidentiel ou de type directorial qu'elles ont d'autres organes que le directeur général ou les membres du directoire avec le conseil d'administration et on pourra étudier ensemble les compétences, le champ de l'étude des pouvoirs de ces organes respectifs ainsi que les responsabilités civiles, voire parfois pénales lorsqu'il y a une certaine complaisance avec la direction mais que cette direction accomplit des fraudes et ce sera évidemment examiné dans le cadre du droit pénal. Évidemment, j'envisage et nous envisagerons ensemble la responsabilité des dirigeants qui est tantôt civile, qui est pénale, je viens de l'aborder, qui peut être également fiscale. Nous ne négligerons pas les droits des associés et des actionnaires au travers de droits politiques, au travers de droits pécuniaires. Le droit pécuniaire auquel on pense immédiatement est le droit aux dividendes, mais il y a aussi le droit de céder ses parts, de les transmettre à cause de mort ou de les nantir, c'est-à-dire de les mettre en garantie. Puis les droits politiques, notamment au travers du droit de vote, de participer aux décisions, en accentuant le propos sur peut-être les abus de minorité, les abus de majorité. Puis les droits politiques, c'est aussi le droit de s'engager dans l'entreprise, qui est la manifestation de l'affectio societatis, qui est un point particulier du contrat spécifique de société, au travers de poser des questions aux dirigeants, peut-être procéder aussi à la nomination d'un commissaire aux comptes, ou parce que nous avons un seuil déterminant dans le capital qui nous permet de procéder à la nomination d'un expert de gestion. Évidemment, intrinsèque à la qualité d'associé, nous examinerons ensemble, peu importe la forme juridique de la société, un associé a droit à l'information, a le droit de consulter tous les documents sociaux quand il le désire, avec un expert s'il est habilité, notamment par la société. Le référentiel aborde également la transformation au cours de la vie sociale, la dissolution et la liquidation des sociétés. La transformation des sociétés, c'est examiner ensemble le passage d'une forme juridique à une autre. Une SARL vers la société anonyme, par exemple. Ce sera pour nous l'occasion de voir qu'il peut être déterminant d'envisager la nomination d'un commissaire à la transformation, mais tout ceci pour essayer de voir et de comprendre l'enjeu d'une forme juridique tendant vers une autre, par nécessité de se mettre sur un marché réglementé, par exemple, de s'inscrire sur un marché boursier, ou au contraire de faire offre au public de titres financiers, ou au contraire d'aller vers une société plutôt fermée. Ce sera pour nous en surface d'examiner la fusion, la scission. Sachez que ça existe, mais ceci sera exploré plutôt dans le cadre du cursus du DSCG. Et puis enfin, nous aborderons ensemble la fin, puisque toute bonne chose a une fin, la dissolution, et on va s'enlever de l'esprit que la dissolution, elle est uniquement dictée par la difficulté, par la liquidation judiciaire. Non, on peut avoir d'autres motifs de dissolution. Sera
ce sera pour nous l'occasion d'explorer ensemble que l'on peut envisager de dissoudre la société de façon volontaire, de façon concertée, ou alors un peu moins drôle, lorsqu'il y a l'inexécution d'un engagement d'un associé, par exemple, ou alors lorsqu'il y a une mésentente des associés. Et l'on verra ensemble, on explorera ensemble les procédures de cette dissolution qui ouvre sur des opérations de liquidation. Eh bien voilà, les exigences et méthodologies de réussite de l'épreuve de l'UE2 de droit des sociétés et des groupements d'affaires. Je cède maintenant la parole à Monsieur Mouadib qui va opérer une analyse du rapport du jury 2023 sur cette matière. Merci Madame Arbin et nous voici sur l'analyse du rapport du jury 2023. Et donc on peut voir ici que la moyenne générale en 2023 était de 7,9 et on voit une chute entre 2022 et 2023 puisqu'avant elle était pas très élevée à 8,7 et maintenant à 7,9, ce qui fait vraiment qu'on a une tendance baissière générale sur l'examen. On peut remarquer aussi qu'une grande partie, soit 68% des étudiants, ont en dessous de 10, ce qui est vraiment dommage parce que c'est une matière qui, avec de la méthodologie, peut vous amener des belles notes et des points d'avance, notamment pour obtenir le DCG. Ce qui est important de remarquer, c'est que vous avez une très forte population en dessous de 6, comme vous pouvez le voir dans le schéma. Hein. Il y a une très grosse part des étudiants qui ont en dessous de 6 et donc qui sont éliminés, qui se retrouvent à repasser cette UE, qui est pourtant pas la plus difficile du DCG. En 2023, le pourcentage d'étudiants qui ont donc certifié et validé l'UE2 est de 31%, soit un tiers. C'est un résultat plutôt faible comparé à 2022 où on était à 41%. Donc on voit une tendance baissière sur la validation de cette UE. Le rapport du jury pointe à un problème assez fort puisque ce qu'ils disent sur ce rapport, c'est que les étudiants doivent préparer le programme, ils peuvent utiliser un ouvrage, et ils le disent, hein, vous pouvez utiliser un ouvrage, mais c'est le programme du DCG UE2 qui fait foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que attention à vos hors-programmes, attention aux connaissances que vous apprenez qui ne vous serviront à rien, attention aux documents que vous utilisez et aux supports que vous utilisez. Ils sont vraiment très clairs là-dessus, ils le disent, n'oubliez pas, vous devez vous fier au bulletin officiel par rapport au programme, quel que soit ce que vous disent les livres, les ouvrages que vous utilisez ou les connaissances que vous apprenez. Basez-vous sur les connaissances que vous devez avoir et qui sont précisées dans le bulletin officiel. Dans un deuxième temps, il pointe une autre situation qui est assez importante puisque on vous dit que vous devez utiliser une méthodologie. Et le problème des étudiants, c'est la méthodologie, c'est-à-dire qu'ils ne respectent pas la méthodologie de réponse attendue à l'examen. Tout au long de l'année, vous allez être accompagné par Madame Barbin qui va se charger de faire des points et insister là-dessus. La méthodologie, c'est ce qui vous apportera les points. Vous pouvez avoir toutes les connaissances du monde. Si vous n'avez pas la méthodologie exigée à l'examen, à l'épreuve, vous risquez de perdre vos points et de rater l'UE et donc de la repasser malheureusement. Dans un troisième temps, il cible aussi un point assez important concernant la base documentaire, puisque vous êtes accompagné lors de votre épreuve de certains documents, et il faut s'appuyer. Vous devez être capable de vous appuyer sur les documents et d'analyser une situation. Donc les connaissances sont les choses qu'il faut avoir avant de commencer, bien entendu, mais aussi il va falloir avoir une capacité analytique, une capacité de mise en situation vis-à-vis des cas pratiques que vous allez étudier. Et enfin, le rapport rappelle un point important, que le candidat doit privilégier des réponses claires et structurées et veiller à mener de véritables raisonnements. Et donc ici, les connaissances que vous avez, c'est très bien, mais si vous ne répondez pas clairement, eh bien, on ne va pas comprendre votre réponse, tout en suivant la méthodologie, encore une fois, mais on ne va pas comprendre votre réponse. J'insiste aussi sur un point qui est soulevé par le rapport du jury, c'est que vous avez eu une grande réforme qui est arrivée en 2019-2020, et donc en fait, les entraînements que vous devez faire sur les annales doivent porter sur les annales qui commencent en 2020. Donc de 2020 à maintenant, puisque ces examens-là ont le nouveau format qui est attendu à l'examen. Donc attention, le DCG et le DSCG sont des diplômes qui évoluent fortement et on accompagne cette évolution et il faut être à même de répondre selon les exigences fixées par l'examen.
En effet, l'épreuve de l'UE2 nécessite un apprentissage rigoureux et régulier de mots-clés qui vont vous permettre d'analyser, d'appréhender une situation pratique. Puisqu'à l'examen, vous avez une colonne vertébrale au travers d'une étude de cas avec 3 ou 4 dossiers indépendants, il est donc nécessaire à la lecture du cas pratique de relever les mots-clés afin de les analyser de façon pertinente. Et cette pertinence, vous ne pouvez l'avoir qu'avec un apprentissage clair des principes juridiques. Non seulement il faut absolument avoir ces principes, mais en plus il faut en comprendre les enjeux avec l'utilisation d'un vocabulaire clé, de mots-clés. Je ne peux qu'insister sur la définition de termes et à l'issue de chacun de vos chapitres, il est nécessaire de relever en bilan, en conclusion, les mots-clés avec leur définition impeccable, de façon rigoureuse. Vous ne pouvez pas utiliser un jargon, un vocabulaire courant, familier, absolument pas. Vous êtes des futurs experts avec l'utilisation toujours de mots qui mettent en relation les effets en adéquation avec la situation juridique. Pour ce faire, vous avez le cours, mais vous avez également dans le corpus de votre épreuve une base documentaire, des documents. Ces documents peuvent être divers et variés et il faut savoir les appréhender et ce sera notre objectif à chacun de nos cours, à savoir comment interpréter, comment analyser des statuts. Comment analyser, comment lire un arrêt? Vous avez à chaque épreuve des arrêts, soit anciennes ou soit nouvelle génération. Vous avez soit donc des arrêts anciennes ou soit des arrêts nouvelle génération qu'il va falloir lire, comprendre, articuler pour essayer d'en donner la portée, les idées principales qu'on vous demande de nourrir dans vos principes de droit. Vous aurez peut-être l'analyse d'un ordre du jour à lire ou bien encore des clauses à extraire de statuts comme des limitations de pouvoir, comme des règles de majorité. Donc tout ceci, il faut en connaître le sens pour pouvoir nourrir vos principes ou vos cas d'espèce. Pouvez-vous, s'il vous plaît, Madame Barbin, nous présenter quelques conseils méthodologiques et pratiques pour la réalisation de l'examen, notamment les éléments essentiels que doivent avoir en tête les étudiants avant de commencer leur préparation et leur révision? On le redit, il faut apprendre régulièrement et rigoureusement. Pour ce faire, vous pouvez adopter différentes méthodes, soit faire des tableaux, soit faire des cartes mémoire avec toujours la mise en relief du vocabulaire. Ça, c'est pour l'apprentissage. Un apprentissage qui se veut rigoureux, ce sont des mots-clés, se rattacher en fait aux mots-clés, puis envisager après des définitions claires que vous allez répéter au fur et à mesure de l'évolution du programme. Il faut absolument que les premières notions soient digérées, soient analysées pour bien les mettre en application pour les cas pratiques ou l'analyse de différents documents. Donc, il faut répéter, il faut toujours arriver à répéter les premiers chapitres pour l'avancement du programme, parce que la première partie est consacrée véritablement à la mise en place du programme avec le fonctionnement des sociétés. Donc, nous avons des notions qui sont clés, qui sont les pierres angulaires de l'articulation du programme. Puis, il faut à la fin de chaque chapitre envisager une fiche bilan avec les mots afin d'avoir l'essentiel. Enfin,
si je puis dire, dans le cadre de l'épreuve, il faut absolument savoir lire rapidement, bien, parce qu'on n'a pas le temps de faire un brouillon, il faut vraiment essayer d'analyser les mots-clés à main levée, d'en opérer une traduction juridique, et puis essayer de dégager le thème pour envisager le problème qui est soulevé et que l'on va faire soulever par l'étudiant. Donc, écrire ces mots-clés, en tous les cas, les relever est fondamental pour en opérer cette analyse et aller sur la bonne application du principe de droit. Pensée claire égale copie claire. Donc des phrases courtes, des phrases avec toujours pareil le vocabulaire adéquat est fondamental au-delà de la structure de la réponse, à savoir mettre les principes avec évidemment la lecture de la base documentaire qui est opportune par rapport à cette réponse. Voilà ce que je peux dire de façon totalement résumée, mais qui sera abordé tout au long évidemment de nos cours et de nos lives. Ainsi, vous l'avez compris, pour réussir votre épreuve, il faudra un cours qui sera à jour, qui sera actualisé notamment, puisque vous devez maîtriser les éléments législatifs les plus récents pour l'épreuve de UE2. Et sachez que sur la plateforme, sur 01 Compta, vous avez des cours qui sont actualisés en temps réel. Si vous avez une nouvelle réforme ou un nouvel élément, nous chargeons de bien sûr mettre à jour le support de cours, les exercices qui vont avec et de le déployer sur la plateforme immédiatement. Dans un deuxième temps, il vous faudra des cas pratiques pour vous entraîner. Ces cas pratiques, vous l'avez compris, ils sont essentiels pour vous préparer à l'examen. Donc, nous avons fait avec Madame Barbin des exercices orientés DCG, typés DCG. Il ne s'agit pas de faire plein d'exercices X, Y, Z. Il s'agit de faire des exercices orientés examen qui vont vous servir pour l'examen. Vous préparez à toute chose que vous voulez, mais ce qui compte, c'est les exercices orientés examen. Et le rapport du jury est plutôt clair là-dessus, puisqu'ils le disent. Ils disent qu'il ne s'agit pas d'apprendre le programme que vous souhaitez vous, il s'agit d'apprendre le programme qui est fixé par le bulletin officiel. Et c'est pour ça que Madame Barbin, qui fait ça depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années, eh bien, vous a concocté des exercices types qui vont vous permettre de vous exercer et surtout d'y voir clair dans ce qu'attend l'examen. Ça, c'est une notion importante à comprendre puisque le jour de votre épreuve, vous allez arriver, vous allez être confort. Et ça, c'est le plus important. Vous allez confort, vous allez connaître un petit peu les attendus et ce qu'attend finalement votre correcteur. Enfin, sur la plateforme, on vous a préparé un module aussi de fiches, donc vous pouvez accéder aux fiches qui ont été fabriquées, donc qui vous permettront de vous préparer et de vous éviter de préparer vos fiches tout seul si vous avez du mal à préparer cela. On est en train de préparer aussi des sujets inédits qui vont bientôt paraître sur la plateforme et qui vous permettront de vous entraîner avec des cas DCG blancs finalement, inédits, avec un corrigé qui vous accompagne et un commentaire en vidéo. Alors, on va aller à la question qui fâche finalement, c'est quelle est la méthodologie, comment répondre finalement à l'examen, puisque les étudiants, je pense qu'on a bien compris, ont bien compris qu'il y avait une méthodologie de réponse, qu'il fallait utiliser aussi les mots-clés, mais comment répondre lors des questions que vous avez sur l'épreuve, et surtout à quoi ils doivent s'attendre, à quoi ils doivent se préparer tout au long de l'année, sur quoi ils doivent insister, au-delà bien sûr du fait qu'il y a des mots-clés à utiliser, du fait que aussi il y a une méthodologie propre, qu'est-ce qui est attendu précisément lors de l'épreuve ? Je raisonnerai en deux temps. Il faut d'abord lire intégralement le sujet. Lire intégralement le sujet, c'est lire avec la lecture du corpus et la lecture des questions en survolant votre base documentaire. C'est ce que l'on appelle en fait la prise de connaissance, de connaissance avec l'ensemble du sujet. Ensuite, on relit le sujet, on relit les dossiers avec un main levée. Obligatoirement, il faut absolument souligner les termes essentiels qui vous semblent essentiels du sujet pour en opérer, deuxième point, une traduction juridique. La traduction juridique, c'est la phase clé de la compréhension du sujet et de son analyse.
Ça veut dire que d'éléments factuels, vous allez y accoler une traduction à un mot juridique. Donc ça va vous donner véritablement, ça va vous permettre de baliser les principes de droit que vous devez mobiliser. Je lis, je relève les mots-clés, j'en fais une traduction juridique qui vous amène normalement, immanquablement, sur la défense, sur la mobilisation des principes de droit théoriques. Ces principes de droit qui vont nourrir, puisque à l'épreuve, on vous demande à une question qui est posée d'y répondre théoriquement, donc avec des principes de droit, et les bons, les pertinents, grâce à la traduction juridique de vos termes. Une fois que vous avez ces principes de droit, votre épreuve peut vous demander d'aller envisager l'analyse d'un article de loi, d'un arrêt de jurisprudence, d'un procès verbal, de statut, de contrat de société, ces documents sont dans la base documentaire. Donc, à l'épreuve, on va dire, et la question va être toujours quasiment formulée ainsi, à l'aide de vos connaissances, et du document, répondre au cas pratique suivant. Donc vous avez déjà le thème, vous avez analysé les termes du sujet, vous y avez accolé les principes de droit applicables que vous allez enrichir avec la base documentaire. Si la base documentaire est une décision de justice, la décision de justice, je fais quand même un petit rappel, est une source secondaire du droit, c'est une source donc de droit. Ça veut dire que cette analyse, au vu de l'aspect qui vous est demandé, est-ce que c'est la décision d'une cour d'appel, d'une décision de cour de cassation? Il va falloir analyser cette décision pour évidemment alimenter peut-être vos principes de droit, parce que la loi prévoit, dispose. Mais est-ce que la jurisprudence se conforte? Est-ce qu'elle est dans le droit fil? Est-ce qu'elle est dans un revirement? C'est intéressant à analyser. Donc, ça veut dire que vous, étudiants, vous devez absolument connaître vos principes, puis ensuite analyser l'arrêt de jurisprudence dans son dispositif pour savoir évidemment enrichir vos principes de droit, pour savoir si ça conforte la loi ou c'est totalement dissident. Et enfin, une fois que vous avez votre principe enrichi avec cette base documentaire, notamment de l'analyse de la décision de justice, vous concluez. Et la conclusion, elle s'introduit par « en l'espèce ». En l'espèce, qui veut dire dans le cas suivant, voilà ce qui se passe. Et là, vous êtes obligé d'utiliser les termes du sujet, d'identifier les parties de votre cas pratique pour essayer de l'adapter avec ce que vous avez analysé dans le corpus de vos principes de droit. Le cas pratique et la confrontation du savoir au savoir-faire, vous vous mettez dans la position d'un conseiller juridique pour le coup. Vous ne pouvez pas opérer de raccourcis, vous devez argumenter, vous devez expliquer pourquoi vous arrivez à cette solution qui est donc balisée. Vous avez deux paragraphes fondamentaux, le « en droit », principe, et puis le « en l'espèce » qui reprend les termes du sujet. Donc, si je récapitule, il est donc nécessaire pour la réponse à donner d'envisager la règle de droit que vous introduisez par « en droit ». La loi prévoit, dispose, ou un article du contrat stipule. Vous l'enrichissez ensuite avec l'analyse de décision de justice. Puis, une fois que vous avez expliqué la règle de droit, vous concluez par « en l'espèce », virgule. Et le « en l'espèce » signifie véritablement « au cas suivant, voilà ce qui se passe ». Vous devez utiliser les termes du sujet
pour conclure votre démonstration. Et pour ce faire, il faut utiliser les éléments de votre cas pratique. Est-ce que c'est monsieur et madame Perlimpinpin? Est-ce qu'il faut utiliser une date? Est-ce qu'il faut utiliser un problème de capacité pour confronter, pour conclure votre savoir au savoir-faire, c'est-à-dire conclure votre démonstration. Passons à la dernière partie de cette vidéo, l'analyse des examens. Madame Barbin, vous nous avez préparé une analyse des tendances et de la structure de l'examen. Pouvez-vous nous présenter cela très rapidement? Bon, rappelons en préambule que la durée de l'examen est de 3 heures. Avec un coefficient donc de 1. Il n'y a pas de matériel autorisé, il n'y a que évidemment sa connaissance. Par principe, je ne saurais évidemment ériger mon propos en généralité, mais par principe, nous avons 3 dossiers indépendants, 3 ou 4 dossiers, ça dépend évidemment des années. C'est évidemment ce que j'évoquais en amont, la colonne vertébrale de cette épreuve, c'est une étude de cas. Donc, il faut maîtriser la méthodologie du cas pratique et je le répète, qui est la confrontation du savoir au savoir-faire. Le savoir, c'est les connaissances. Le savoir-faire, c'est la compétence de comprendre la connaissance, de l'analyser, puis d'utiliser les documents qui sont joints à l'épreuve. Donc, évidemment, pour envisager cette méthode du cas pratique, il faut, au-delà d'identifier les faits, de les analyser, c'est d'en dégager la thématique, c'est-à-dire le problème de droit, qui n'est pas à formuler, mais en tous les cas qui nous aide à baliser l'étendue de l'exposé de nos principes, avec l'utilisation après au cas d'espèce. Il faut absolument utiliser les termes du sujet parce que c'est la confrontation. Il y a un effet vraiment miroir entre les principes et la solution. Donc, il faut absolument utiliser les termes du sujet. S'il y a des dates, il faut utiliser ces dates. S'il y a des prénoms avec des thématiques précises sur une incapacité, sur le nombre de mandats, il faut absolument l'utiliser et peut-être également utiliser un article qui est dans la base documentaire comme des statuts. Donc, il faut vraiment envisager cette confrontation du savoir avec les mots-clés, ces fameux mots-clés, ces fameuses définitions, avec le cas d'espèce, et évidemment, selon la nature juridique du document, enrichir soit les principes de droit parce que c'est un arrêt de jurisprudence, soit avec les statuts les articles de statut de société à mettre dans le cas d'espèce. Donc, il est crucial de justifier ces réponses nécessairement avec les références des documents fournis de façon pertinente. Ça, c'est fondamental. Concernant la notation, je ne peux pas avoir un propos aussi général puisque selon évidemment les dossiers, les analyses de décisions de justice ou d'autres bases documentaires, certains dossiers peuvent être sur 7 points, d'autres un peu moins importants. En tous les cas, vous ferez en sorte de n'opérer aucune impasse sur le cours. Preuve en est que l'épreuve de 2024 portait sur la société en commandite par action. Et là, une partie de cette société en commandite par action avec une autre partie sur la SAS. Donc, même si vous avez 12 points sur un dossier, 5 sur un autre et 3, ben vous voyez que tout est bon à prendre. Donc, ne négligez absolument aucun dossier. Sachant bien évidemment qu'en études approfondies et
principale des sociétés, cela porte sur la SNC, qui est la plus marginale de toutes, mais en tous les cas, on l'étudie aussi, la SARL, la SAS et la SA, avec, de façon marginale, la SCA. Donc, je ne peux pas avoir une approche générale sur les points, mais évidemment, les points aussi sont bons à prendre. On peut avoir jusqu'à 1,25 sur les cas d'espèce, donc il faut absolument soigner l'intégralité de vos réponses. Il ressort des différentes épreuves des thématiques récurrentes. Dans le cadre de la constitution et fonctionnement des sociétés, une part importante des dossiers concerne évidemment la création au travers de la constitution de la société, la transformation des dites sociétés et évidemment la gestion des sociétés avec le rôle des associés, le rôle des dirigeants, les obligations de ces derniers et les différentes droits et obligations grâce aux titres sociaux. On a également une part importante sur les modifications statutaires et transformations. C'est vrai que c'est un thème qui est central parce que c'est assez confortable dans un premier dossier de voir la constitution de la société et puis dans un deuxième dossier de voir peut-être la transformation de la dite société ou alors l'entrée d'un nouvel associé. Donc toute cette thématique au travers de cette transformation ou bien encore des augmentations ou réductions de capital. On a aussi une thématique sur les problèmes de gouvernance et la responsabilité des dirigeants parce que ça permet de mixer la révocation, la responsabilité, la responsabilité civile avec des actions sociales des associés. Mais pourquoi pas voir envisager un comportement frauduleux du dirigeant pour avoir une thématique sur le droit pénal avec une infraction soit générale ou spécifique liée au droit des sociétés. Après, vous avez une autre thématique récurrente, c'est sur les aspects financiers. On a la dissolution, on peut avoir évidemment les émissions d'actions et les émissions d'obligations, ce qui permet d'avoir les différences entre les droits des obligataires, les droits des actionnaires. Il est un peu plus rare d'envisager le groupement d'intérêts économiques, mais qui reste assez intéressant parce qu'il est à la jonction de la société et de l'économie sociale et solidaire. Ensuite, dans la nature des questions, évidemment, qui sont posées, eh bien, les questions posées revêtent différentes formes, soit dans l'approche de situations pratiques, ou soit l'approche en fait des documents que l'on a envisagé, à savoir l'étude donc de statut, d'ordre du jour, de procès-verbaux, ou bien évidemment l'analyse d'une décision de justice. Enfin, des compétences transversales avec les différents... Ouais, non... Si tu penses que c'est pas pertinent, c'est pas la peine. Si. Enfin, on peut avoir évidemment un dossier spécifique, mais sur un sujet transversal, lorsqu'une entreprise éprouve une difficulté, puisque ne négligeons pas que nous avons dans notre référentiel l'entreprise en difficulté, mais également les procédures préalables. Donc ça peut être un sujet très intéressant d'une société qui se constitue, qui évolue, mais peut-être que son évolution peut échouer en fait à terme, ou un partenariat qui peut échouer, et c'est l'occasion pour vous d'explorer soit le redressement judiciaire ou alors malheureusement, et la presse en fait suffisamment l'écho, de dissolution judiciaire, donc d'explorer la liquidation judiciaire. Donc voici globalement brossé l'épreuve en fait de l'union de... Voici globalement brossé donc les thématiques en fait récurrentes, ce qui nous amène évidemment à dire que vous ne devez absolument négliger aucun chapitre, et que il faut absolument acquérir cette méthodologie dans la répétition. Donc il va falloir absolument vous entraîner aux études de cas, à l'analyse de décisions de justice,
analyser différents documents propres à la matière de l'UE2, c'est-à-dire droit des sociétés et des groupements d'affaires. Ainsi, l'UE2 est une matière, vous l'avez compris, technique et exigeante, mais avec laquelle la rigueur de travail et notamment les connaissances sont la clé de réussite. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir réussir cet examen. Mais aussi, n'oubliez pas le volet méthodologique qui est très important. Il est souvent négligé par les étudiants et c'est ce qui fait que la moyenne baisse finalement. Le rapport du jury est plutôt clair là-dessus, puisque en fait, les étudiants manquent de méthodologie et le secret, finalement, au-delà des connaissances, c'est bien entendu, vous l'avez compris, la méthodologie qu'on va aborder tout au long du semestre ou de l'année jusqu'à l'épreuve, bien entendu. N'oubliez pas de travailler de manière quotidienne et méthodique. Les fiches sont essentielles. Si vous avez la flemme de faire des fiches, n'hésitez pas à visiter notre site. On vous a préparé des fiches adaptées à l'examen. Et surtout, ne négligez aucun sujet parce que à l'examen, vous l'avez compris, vous pouvez être interrogé sur des grosses structures telles que la SA et la SARL, mais vous pouvez aussi être interrogé comme l'année précédente sur des petites structures, la SCA ou d'autres structures telles que le GIE, etc., qu'on a tendance à laisser de côté et qui peuvent être très importants dans le sujet. Donc, n'oubliez pas, il est nécessaire de travailler tous les chapitres. Vous ne pouvez pas aller à l'examen finalement en focalisant vos révisions exclusivement sur une structure. C'est ce que je vois, c'est ce qu'on voit souvent. Madame Barbin aussi le voit souvent. C'est que les étudiants vont miser toute leur révision ou tout leur travail sur la SA et la SARL. Cependant, à l'examen, vous n'avez pas que ce thème-là qui tombe. Vous avez d'autres thèmes qui viennent accompagner le sujet. Je vous souhaite un très bon courage à tous, surtout ne lâchez rien, comme d'habitude, restez motivés, continuez à travailler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter directement dans la plateforme ou via le groupe WhatsApp et Madame Barbin se chargera de répondre à vos questions lorsque ce sont des questions d'ordre technique ou lorsque ce seront des questions d'ordre pédagogique. Et surtout, consultez les cours. Nous avons mis en ligne de nombreux cours. Les cours qui sont à jour notamment, les exercices, réalisez-les. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et à participer au live. À très bientôt et bon courage à tous.